ce sont des écoles et des établissements qui vivent sur un capital. Voilà. On pourrait dire un héritage, mais en fait, c'est un capital à faire fructifier, c'est-à-dire c'est quelque chose qui porte vers le futur. C'est à partir de ces acquis, de ces apports, de ces contributions, la façon dont elles se transmettent. Les écoles sont des transmetteurs. Ce sont des transmetteurs entre générations, de terrains, de thématiques, de dossiers, de vieilles choses qui n'ont pas été publiées encore quelquefois. Je parle de l'archéologie, évidemment, tout le monde l'aura compris. Les autres publient beaucoup plus vite. Et surtout, ces reprises continuelles sous d'autres jours, à nouveau frais, de façon complètement différente. C'est ce qui fait, je dirais, la forme la plus importante sans doute de nos institutions. Hein, voilà, ce sont des institutions qui créent du lien entre les générations, et en créant du lien entre les générations, elles créent du nouveau sur l'ancien. Alors c'est un peu sur ces questions que j'ai souhaité interroger mes collègues. Qu'est-ce qui fait du neuf sur l'ancien? Et pour cela, nous entendons donc Véronique Chankowski, directrice de l'École française d'Athènes, la plus ancienne de nos maisons, fondée en 1846. Nous entendrons Pierre Tallet, à ma droite, directeur de l'Institut français d'archéologie orientale, situé au Caire, et qui date de 1880. Donc, nous préparons un autre anniversaire, hein, voilà, c'est très bien. Nous entendrons aussi Nicolas Fievé, directeur de l'École française d'Extrême-Orient, qui dispose de 18 centres de recherche dans le monde asiatique. Et c'est une école qui est née en 1900, si je ne me trompe pas. Voilà. Et enfin, Nancy Berthier, directrice de la Casa de Velasquez, qui, parmi nos écoles, présente cette caractéristique d'accueillir à la fois une section scientifique et une section artistique. C'est un peu pour ceux qui sont romains et qui connaissent Rome, si on avait dans un même établissement l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis et l'École française de Rome. Une fondation, une inauguration en tout cas, en 1928, et donc c'est notre prochain anniversaire. Rendez-vous tout le monde à Madrid en 2028. Alors je vais modérer cette table ronde, donc je ferai surtout circuler la parole entre mes collègues, plus que je n'interviendrai. Quant à moi, mais je vais leur poser une première question, mais dans le fil donc de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, hein, comment aujourd'hui on reste à la page, je dirais, de l'évolution de la recherche, tout en faisant fructifier cet héritage. Est-ce que cet héritage, en d'autres termes, on pourrait poser la question autrement, de façon peut-être un peu plus crue, est-ce que cet héritage est un boulet, voilà, ou est-ce que cet héritage c'est une force? Bon, moi j'opte pour la deuxième option, mais quelquefois, un héritage, ça peut être aussi quelque chose d'un peu lourd à porter, et tout le monde n'a pas toujours la même vision d'un héritage. Alors, je voudrais vous demander, donc à tous, quelles sont, à vos yeux, aujourd'hui, si je vous pose la question, quelles sont les transformations ou la transformation de plus grande portée qui, ces dernières années, a marqué votre école, et qu'est-ce que cette transformation, elle ouvre comme possibilité pour l'avenir? Véronique. Merci beaucoup Brigitte. Et je commence d'abord en te remerciant de cette invitation. Je crois qu'on est tous très heureux de pouvoir vivre avec les Farnésiens, avec l'École française de Rome, c'est 150 ans, et c'est aussi la réalité de tous nos échanges dans le réseau. Alors, ce qui fait du neuf, je dirais d'abord que moi je me reconnais tout à fait dans la phrase de Georges Vallée, que vous connaissez, que tous vous connaissez ici, comment... la nécessité de changer pour rester soi-même, et je crois que c'est quelque chose qui caractérise assurément nos écoles, et en tout cas l'École française d'Athènes au cours de ces dernières années, puisque en effet avec 180 ans l'année prochaine, on dispose d'un héritage qui est cet ancrage sur le terrain, et cette très longue continuité de nos partenariats en Grèce, dans les Balkans, en Méditerranée orientale, et l'enjeu est évidemment de pouvoir faire vivre cet héritage avec les outils d'aujourd'hui. Et les outils institutionnels d'aujourd'hui qui me semblent aller beaucoup dans le sens du développement des projets européens, du développement des mobilités. Et le grand défi pour l'École française d'Athènes ces années passées, ça a été de réussir à articuler ce temps long de la recherche, cet héritage
avec les sites archéologiques, avec la nécessité de revenir sur des sites anciens qui ont produit des références archéologiques, mais aussi le développement de longue date de beaucoup de programmes dans le domaine moderne et contemporain. Ça a été un enjeu d'articulation avec des programmes de mobilité plus courts, avec le montage de projets européens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, cette longue tradition des membres scientifiques se conjugue avec d'autres nouveautés, celle des programmes européens, de la logique de projet, celle du projet de temps court. Et je crois qu'on arrive à démontrer qu'on peut articuler une recherche de temps long sur le terrain, avec un ancrage de terrain, avec des projets courts, avec une logique de projet, et que ça permet à l'établissement de conjuguer ces deux logiques en gardant cette ambition de la qualité, de l'excellence de la recherche et de son ancrage sur le terrain. Alors ça s'est traduit bien sûr par différentes transformations institutionnelles pour l'École française d'Athènes, à commencer par la transformation du mode de recrutement du concours des membres, mais aussi l'introduction du montage de projets européens avec des succès encore tout récemment, par exemple, avec l'obtention d'un ERC par un membre de la section contemporaine. Voilà pour quelques exemples. Alors pour faire transition, peut-être, je vais passer la parole à Nicolas, parce que la question des grands projets, c'est aussi quelque chose de très important à l'EFEO, et peut-être même qui a permis justement d'assurer une continuité là où elle était compromise. Merci Brigitte. Oui, alors, à l'École française d'Extrême-Orient, peut-être il faut rappeler le contexte historique, qui est que l'École française d'Extrême-Orient est la seule école française à l'étranger qui est née dans un contexte colonial. Donc l'École française d'Extrême-Orient, comme l'a rappelé Brigitte, naît en 1900, d'abord à Saïgon, puis très rapidement à Hanoï. Et donc si, comme les autres écoles, elle naît grâce à la volonté des membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour créer une mission archéologique française en Asie, très vite, elle a pour mission la préservation, la conservation du patrimoine archéologique et historique de l'ancienne Indochine française. Et donc l'école, dès 1905, va se retrouver avec ce poids qui va véritablement modifier l'idée initiale qui était d'avoir dans l'Extrême-Orient de l'époque des recherches sur le terrain, ce que souhaitaient les orientalistes de l'Académie. Et donc cela va durer évidemment jusqu'à la décolonisation, mais même après, dans les années 50, 60, 70, plusieurs anciens pays, comme le Cambodge, vont confier à l'École française d'Extrême-Orient la conservation d'Angkor, et donc c'est l'École française d'Extrême-Orient qui continue à chapeauter toute la restauration à Angkor. Le Laos va confier à l'École française d'Extrême-Orient les recherches archéologiques, qui ne sont pas ouvertes pour les autres pays. Et ce n'est finalement que dans les années 70, 80 et surtout 90 qu'on rentre dans une toute nouvelle période qui n'a plus rien à voir. Au Cambodge se crée le Comité international de l'UNESCO, et donc c'est maintenant un ensemble de pays qui vont se charger de la restauration. Certes, la France aussi, mais pas nécessairement l'École française d'Extrême-Orient. Et là, l'école retrouve sa vocation initiale de recherche dans les sciences humaines et sociales sur le terrain. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et dans le même temps, on va créer un corps, ce qui est aussi une particularité par rapport aux autres écoles françaises, on crée un corps d'enseignants-chercheurs titulaires, qui est un corps commun avec l'École pratique des hautes études et l'École nationale des chartes. Alors, cette nouvelle situation crée une évolution extrêmement rapide et qui est principalement, je dirais, une internationalisation de l'école sur plusieurs plans. Le premier, c'est les enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, un tiers de nos membres, de nos enseignants-chercheurs, sont de nationalité étrangère. Aujourd'hui, le responsable du centre de Pondichéry est un ancien professeur d'Oxford qui a quitté Oxford
pour l'école française d'Extrême-Orient. Le responsable du centre de Jakarta est un ancien professeur de Leiden qui a quitté Leiden pour venir à l'école française d'Extrême-Orient. Et donc cette internationalisation du corps des enseignants-chercheurs est extrêmement importante parce que pour le montage des grands projets, pour le montage de toute collaboration scientifique, de toute action finalement sur le terrain, on est dès le départ, on n'est plus dans un cercle franco-français et c'est vraiment une révolution complète pour ce qui est de l'école française d'Extrême-Orient. Les Italiens, nos collègues italiens sont extrêmement présents aussi. On a un collègue sur 10 qui est italien à l'école française d'Extrême-Orient. Moi-même, je suis membre de l'Académie Ambrosiana. Notre centre de Kyoto est partagé en commun avec l'ISEAS, qui est l'Institut d'études sur l'Asie orientale, qui est un consortium d'institutions, de départements en fait, d'études de recherche japonais, italiens sur le Japon. Donc voilà, je pense que cette dimension d'internalisation a vraiment apporté une toute autre manière de travailler au sein de l'école. Et alors j'en parlerai peut-être, je vais passer la parole à mes collègues, mais bien entendu, tout ce qui a été fait pendant plus d'un siècle à l'école, donc les recherches archéologiques, un très gros travail en philologie et sur les inscriptions, en épigraphie, va maintenant s'inscrire dans des grands projets européens, notamment, pas uniquement, aussi des projets financés par l'Agence nationale de la recherche, pour mettre à la disposition d'un public international, d'un public scientifique, cet ensemble de données. Merci. On va peut-être enchaîner avec l'Égypte. Et là aussi, quelles évolutions avec le pays hôte de l'Institut? Merci beaucoup Brigitte et merci encore pour cette invitation à parler, à présenter notre institut dans ce cadre prestigieux. Alors je rappelle en quelques mots à quoi correspond l'Institut français d'archéologie orientale, créé comme Brigitte l'a dit en 1880. Il a bientôt 150 ans. C'est un organisme qui a été fondé pour soutenir l'activité archéologique sur le terrain en Égypte et également l'activité philologique, étude des manuscrits. Pour toute l'histoire de l'Égypte, depuis l'époque de la formation de la civilisation égyptienne jusqu'à l'époque finalement moderne, puisque notre champ d'études s'arrête à peu près en 1950. Donc nous avons finalement un très très large champ d'études, mais il faut dire que nous avons un très très fort poids des origines de notre institut, puisque finalement les Français ont joué un rôle extrêmement important dans le développement de l'égyptologie et dans la création de la matière égyptologique de façon mondiale, avec le déchiffrement des hiéroglyphes tout d'abord par Jean-François Champollion en 1822. Et puis, il ne faut pas également oublier que le service des antiquités égyptiens a été lui-même créé par un Français, Auguste Mariette, en 1857. Ce qui fait qu'on retrouve finalement une situation qui n'est pas exactement similaire à celle qu'évoquait Nicolas Fievé pour l'Extrême-Orient, mais les Français ont été finalement les principaux responsables de l'archéologie en Égypte pendant plus d'un siècle en fait, jusqu'à la révolution égyptienne de 1952. Pratiquement tous les directeurs du service des antiquités ont été des Français et l'IFAO a donné finalement les orientations principales de cette recherche archéologique sur le terrain. C'est là qu'il y a finalement un très très gros changement qui s'est opéré dans ces dernières années. L'IFAO a continué bien après la révolution de 1952 et la crise de Suez de 1956 à avoir un rôle déterminant dans les fouilles archéologiques. Toujours aujourd'hui, nous avons à peu près 35 opérations de fouilles sur le terrain, à peu près sur l'ensemble du territoire égyptien. Mais nous avons aussi une très très forte évolution dans nos relations avec le pays hôte. Finalement, j'ai encore connu l'Institut français d'archéologie orientale à la fin des années 1990, qui était très largement un entre-soi entre Français, avec des programmes exclusivement français, pratiquement sur toute l'Égypte. Ceci a très fortement changé depuis le début des années 2000, avec de plus en plus, finalement, d'intérêt de la société égyptienne pour l'archéologie, notamment l'égyptologie, qui est conçue finalement comme une période glorieuse de l'histoire de l'Égypte, ce qui a amené d'une part une réaction
des autorités qui donnent les autorisations de fouilles et nous oblige depuis plusieurs années maintenant à nous engager, et c'est d'ailleurs très très positif, sur des collaborations beaucoup plus poussées avec le pays hôte. Donc nous avons depuis quelques années cherché absolument à développer des partenariats, notamment sur les chantiers de fouilles, avoir des co-directions et non plus des missions qui apparaîtraient comme exclusivement françaises. Nous avons également développé des séminaires qui peuvent également être donnés en langue arabe. Et de façon plus générale, nous sommes en train d'opérer une conversion assez importante, puisque, à la différence d'autres instituts, d'autres écoles, comme l'école de Rome ou l'école d'Athènes, finalement, la tradition n'était pas de voir, à part les gens qui travaillaient pour le domaine des études islamiques, la tradition n'était pas de voir des chercheurs qui étaient arabophones. Or, nous encourageons très très fortement maintenant nos chercheurs à apprendre l'arabe et à se fondre en quelque sorte dans ces réseaux de recherche égyptiens que nous voyons comme finalement l'une des solutions d'avenir pour notre institut. Ça, c'est la première évolution, finalement, une sorte de fusion dans les réseaux de recherche égyptiens et également une forte activité de notre part de formation, notamment dans le domaine de l'archéologie, pour les jeunes chercheurs égyptiens, pour les jeunes archéologues égyptiens. La deuxième évolution rejoint en fait également celle qui a été évoquée par Nicolas il y a quelques minutes. Tous nos chantiers archéologiques sont maintenant devenus pratiquement internationaux, avec de plus en plus d'intégration d'un personnel de façon beaucoup plus large, européen et mondial, dans la plupart de nos opérations de fouilles. Et finalement, nous ouvrons aussi sur le monde. Nous avons accueilli comme membres scientifiques ces dernières années régulièrement d'ailleurs des Italiens. Les Italiens sont très très forts en égyptologie. Et sur les 10 derniers membres scientifiques égyptologues, il y a quand même 3 Italiens, ce qui marque l'intérêt très fort de l'Italie pour l'Égypte et aussi finalement l'intérêt de la France pour former des Italiens à l'égyptologie. Et nous avons également des chantiers, comme celui par exemple de Der el Medina, qui est l'étude des artisans qui construisaient au Nouvel Empire les tombes des rois égyptiens autour de 1400-1500 avant Jésus-Christ. Ce site est fouillé par l'IFAO depuis 1925, mais depuis maintenant 5 ou 6 ans, c'est devenu un ensemble d'une vingtaine de missions, dont beaucoup sont portées par des universités étrangères, qui se réunissent pour travailler sur le très abondant matériel qui provient de la fouille de ce village des ouvriers de Der el Medina. Voilà les principales évolutions de notre institut, qui est passé en quelques années d'une forme finalement d'un institut très très marqué par le poids du passé, avec les anciens projets archéologiques, avec la tradition des fouilles françaises un peu partout sur le territoire égyptien, à d'une part une très très forte collaboration avec le pays hôte, et d'autre part avec effectivement une internalisation des équipes de recherche. Merci beaucoup, Pierre. Et je passe la parole à Nancy sur justement, est-ce qu'il y a aussi une évolution du profil des chercheurs, des artistes qui passent par la CASA? Merci, et merci de cette invitation et de l'organisation de cette table ronde qui est toujours l'occasion pour nous à la fois de constater des points communs évidents, mais aussi de grandes différences. Et ces grandes différences, elles tiennent aux histoires respectives et évidemment aux territoires respectifs de nos établissements. Donc, on poursuit le voyage en péninsule ibérique à Madrid avec une institution qui est créée sur un modèle hybride, à la fois résidence d'artistes, Académie de France à Madrid et résidence pour chercheurs, École des hautes études hispaniques, aujourd'hui hispanique et ibérique. Donc, le bâtiment est inauguré en 1928 pour justement abriter, il est fait pour nous, pour abriter, enfin pour nous, je n'étais pas, pour abriter cette double communauté dans une volonté de faire dialoguer recherche et création. Notre fondateur était un Athénien, mais qui était venu ici à la Villa Médicis, c'était une coutume, et donc il y avait en tête ce double modèle de Villa Médicis et d'écoles françaises à l'étranger, Rome, Athènes en l'occurrence. Et donc il n'a pas vu vivre vraiment ce modèle, puisque lorsque le bâtiment a été complètement terminé en 1935, il était déjà décédé. Donc l'héritage pour nous, pour moi, c'est ce modèle unique qui fait cohabiter deux
communautés dont les cultures sont très différentes, les façons de travailler, les recrutements, etc. Et cette complexité s'est incarnée dans la tutelle. La Casa de Velázquez a été sous la tutelle de l'Académie des Beaux-Arts jusqu'en 1943, puis recherche et enseignement supérieur. Et cette identité hybride a toujours été un peu difficile à gérer. Et en réalité, c'était une richesse puisque les chercheurs et les artistes cohabitants partageaient des projets, s'influençaient mutuellement. Et donc, ma façon d'assumer cet héritage, je le répète, pas facile, parce que moi je sais, je connais bien notre communauté. Après, une communauté d'artistes, de lieux culturels, de professionnalisation, c'est très différent. Et donc ça a été d'assumer cette identité comme une richesse et d'en faire un projet d'établissement. Et le projet d'établissement que nous avons signé tous les 5 la semaine dernière, non cette semaine, au ministère à Paris, il a au cœur de ses objectifs de faire de cette richesse, de cette spécificité une richesse et de nous identifier comme un lieu où recherche et création peuvent dialoguer, peuvent entrer en dialogue, peuvent non plus seulement cohabiter, mais produire des orientations nouvelles. Et sans obligation pour qui que ce soit. Les chercheurs qui ne veulent pas dialoguer avec les artistes ne le font pas, et vice-versa. Mais on se rend compte qu'en créant le climat, en créant les dispositifs, eh bien, l'envie naît. Et cela, évidemment, dans un monde dont les paradigmes ont évolué et où aujourd'hui ces liens entre recherche et création sont très encouragés, eh bien, c'est une richesse. Et donc, j'assume ce projet des origines comme vraiment un legs qui, par ailleurs, me touche particulièrement puisque je travaille sur les arts visuels. Merci à tous. On a parlé grand projet, on a parlé internationalisation. Je rebondis juste sur ces 2 points. Grand projet, c'est la façon en italien on dirait innescare, de greffer des projets courts sur des longues traditions. Et c'est précisément ce que les écoles sont en capacité de faire aujourd'hui. Donc ce temps court de la recherche, c'est aussi le moment où un projet va prendre sa plus grande dimension internationale. C'est un gros facteur d'internationalisation, les grands projets européens, parce que ça entraîne dans le sillage des équipes que sans doute on n'aurait jamais vues dans nos écoles s'il n'y avait pas eu ce grand projet. Et par ailleurs, c'est simplement un moment d'un projet, enfin un moment d'un programme, un moment d'une recherche. Nos recherches dans nos disciplines sont des recherches du temps long, de l'initiation, puis de la mise en route d'une équipe, puis d'une maturation d'un projet. Pour faire maturer un projet, il faut commencer à travailler sur le terrain. Il faut commencer à pouvoir aller aux archives, dans les musées, faire des sondages, etc. Commencer à faire un petit sondage archéologique, voir ce que ça donne, etc. Quelquefois, on laisse tomber. Quelquefois, on continue parce que ça vaut le coup de continuer. Et quand ça vaut le coup de continuer, on peut avoir dans nos maisons les moyens de monter un grand projet. Ce grand projet, pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, il va abonder colossalement le projet, c'est-à-dire qu'il va créer la possibilité d'avoir de la main-d'œuvre, c'est-à-dire des contrats de recherche. Et avec ça, on obtient des résultats qu'on n'aurait jamais pu avoir en s'installant seulement dans la tradition. Voilà. Et donc, ces grands projets, ils ne sont pas du tout incompatibles, comme on l'entend quelquefois, avec le temps long de la recherche, à condition qu'ils soient appuyés sur des établissements comme les nôtres qui assurent cette continuité, qui assurent ces infrastructures, qui assurent la publication des résultats sur lesquels ensuite ces projets vont pouvoir se transformer encore, soit en d'autres grands projets, soit en d'autres projets, soit dans un essaim de plus petits projets qui, en leur tour, donneront lieu peut-être à des grands projets.
L'autre chose sur l'internationalisation, alors ces grands projets, c'est sûr, ça en est un facteur important. Et moi, ce qui me frappe le plus à l'École française de Rome, c'est l'internationalisation du recrutement des membres de l'école. C'est une petite révolution, à y faire attention. Si on regarde, depuis 2014, un quart de nos membres sont étrangers. C'est inédit dans l'histoire de l'école, complètement inédit. Alors avoir des membres étrangers n'est pas inédit, parce qu'il y en a depuis longtemps, depuis les années 60. Pensons que un Tunisien, Azzedine Bechaouch, par exemple, a été en 67, je crois, recruté comme membre de l'école de son gouvernement. Les statuts de 74, les décrets de 74, prévoient explicitement une section étrangère de l'École française de Rome. Autant dire qu'on n'appellerait plus ça comme ça aujourd'hui, hein, mais enfin, c'est dans les textes. C'est-à-dire que les gouvernements qui auraient été intéressés à envoyer à l'École française de Rome leurs propres jeunes chercheurs, eh bien, pouvaient solliciter le gouvernement français et ils pouvaient venir dans notre école en étant financés par leur propre gouvernement. Et ça s'est produit, mais ça restait quelque chose de relativement marginal. Aujourd'hui, ça n'a plus rien de marginal et surtout, ça n'a plus rien de cette forme-là, puisque ce sont des membres qui sont recrutés comme les autres. On peut se demander comment ce passage s'est fait et pourquoi et comment il a pu se faire, même, en fait. En réalité, et c'est là que ça nous ramène à nos écoles, parce que ça a été très largement rendu possible par deux éléments. Premièrement, une évolution globale de nos écoles qui sont mises à recruter, je vais vous dire pourquoi après, à recruter des membres non plus doctorants mais post-doctorants, c'est-à-dire titulaires d'un titre, le doctorat, qui connaît une équivalence, au moins dans toute l'Europe, pour ne pas dire au-delà. Et à partir de ce titre, donc c'est sur ce titre que l'on sélectionne, et donc ça ouvre déjà un vivier international énorme. Qu'est-ce que l'on faisait avant, à l'École française de Rome, avant de passer à ce recrutement uniquement de post-docteurs, de post-doctorants? Les décrets, enfin plutôt la modalité de recrutement, enfin le texte de recrutement, nous disait que pour être recruté, il fallait être soit chartiste, donc diplômé de l'école des chartes, qui, comme vous le savez, est une école qui n'existe qu'en France et même qu'à Paris, hein, soit être agrégé, comme vous le savez, c'est un concours qui n'existe qu'en France, soit être docteur, très bien, ou tout autre titre équivalent. En d'autres termes, il fallait donc être docteur d'une université étrangère. On ne pouvait pas imaginer pouvoir avoir une équivalence étrangère, une agrégation, ou d'un diplôme de l'école des chartes. Donc ça limitait considérablement les choses. Ça n'avait pas beaucoup d'incidence à ce moment-là, si je peux dire, puisque de toute façon, nous recrutions à ce moment-là essentiellement des doctorants, dont des doctorants, chartistes ou agrégés. À partir du décret de 2011 qui nous est commun, on est sorti complètement de ce schéma, puisque désormais, on recrute des diplômés de la France ou qui ont un diplôme équivalent. Et j'ai même, je crois, noté, voilà, ils sont recrutés, notre texte dit maintenant, ils sont recrutés parmi les doctorants, plus question d'agrégés ou de diplômes particuliers français. Ils sont titulaires d'un diplôme national de niveau égal ou supérieur au doctorat, et toutes les personnes qui justifient évidemment de titres de diplôme universitaire ou scientifique étranger jugé équivalent par la commission d'admission. Le vivier est complètement ouvert. Et ça donne le résultat que l'on connaît aujourd'hui, qui est donc un nombre... Alors quand je dis membres étrangers, j'entends, certes, d'une nationalité autre que française. Ce sont essentiellement des Italiens, aujourd'hui, sur ces 23% que j'ai comptés donc depuis 2014, 18% d'Italiens, 2,5% d'Espagnols et 2,5% de Russes. Voilà, mais ça changera demain, ça en seront évidemment d'autres nationalités, toujours, je pense, un certain nombre d'Italiens. Et on n'a pas à s'en rougir ou à s'en préoccuper, hein. C'est aussi parce que les disciplines qui sont au cœur de notre institution sont des disciplines dans lesquelles l'Italie a des universités d'excellence. Enfin, voilà, donc, et des étudiants qui sont extrêmement bien formés, et par conséquent, le concours les reçoit à l'évidence. Ça a des effets énormes pour l'avenir. On ne les mesure pas encore complètement.
en particulier pour la stabilisation professionnelle. Parce que ces membres étrangers regardent, alors certains d'ailleurs se sont déjà stabilisés en France, au CNRS, dans des universités françaises, mais ils regardent aussi ailleurs, de par leur formation, de par leur connaissance culturelle d'autres mondes universitaires, et puis quelquefois aussi pour rentrer chez eux. Et ça ouvre un panorama de possibilités d'inscription et de continuité professionnelle que nous n'avions pas avant. Qu'est-ce que ça a comme effet que pas plutôt insérés dans des universités étrangères avec lesquelles nous n'avions pas particulièrement de relations, bien nous signons des conventions, parce que ce sont des collègues qui sont ambassadeurs de l'école, qui veulent continuer à travailler avec l'école, qui vont y envoyer leurs étudiants demain. Donc ça a des effets énormes, et ça a même l'effet d'inciter qui a fait tout son cursus en France, était arrivé à l'école française de Rome, selon le schéma, j'allais dire, classique, eh bien, de regarder aussi au-delà et de se dire que, surtout dans une période où il n'y a pas énormément de postes ouverts en France, c'est intéressant d'aller regarder ailleurs. Et nous avons comme ça des membres, je regarde Catherine parce que ça s'est passé aussi sous son directorat, recrutés au Canada, et c'est une chose formidable, avec une convention qui fait que maintenant nous avons des boursiers, des jeunes Canadiens qui viennent régulièrement dans notre institution, en Belgique, voilà, puis récemment aussi au Royaume-Uni, dans un musée prestigieux. Tout cela, c'est quand même des choses très nouvelles qui vont avoir des conséquences importantes sur l'évolution de nos établissements. Alors, on passe quand même à une petite deuxième question. Je dirais qu'il y a beaucoup à faire encore dans le domaine, bien sûr. Enfin, pour l'école en particulier, c'est vrai que notre école qui a beaucoup de relations avec le Maghreb, par exemple, il serait extrêmement souhaitable qu'on arrive à faire venir de façon plus longue des étudiants de ces pays dans notre structure. C'est vrai aussi qu'on pourrait viser plus largement la francophonie, qui serait vraiment sans doute une stratégie intéressante. Enfin bon, ça nous porte vers d'autres éléments. Mais comme le temps court, je vais quand même repasser la parole à mes collègues en leur demandant cette fois-ci s'ils peuvent vous donner un exemple concret d'innovation, puisque c'est un mot que notre ministère aime beaucoup, innovation. Et nous en avons nos propres traductions du mot, puisque c'est un mot complexe. Alors, qu'est-ce qui fait innovation ? Est-ce que ce sont des techniques, des méthodologies, des thématiques ? Est-ce qu'à partir d'un legs du passé, on peut tracer des chemins pour l'avenir avec justement ce quelque chose qui peut s'appeler innovation ? Je passe la parole à Pierre d'abord. Ouais. D'accord. Merci. Parce que les méthodes de l'archéologie... Oui. Là, Alors, effectivement, nous sommes en pleine transformation également sur les méthodes de travail en archéologie de façon assez générale, avec l'archéométrie, avec l'apparition de toute une série de nouvelles techniques de travail. Et l'un des problèmes qui se pose notamment en Égypte, et c'est peut-être pour ça que tu me donnes la parole en premier, c'est que nous faisons face aussi à un certain nombre de contraintes. C'est-à-dire que l'Égypte n'est pas un pays très libéral en ce qui concerne les règles concernant la fouille. Par exemple, il n'est quasiment pas possible d'exporter des échantillons en dehors du territoire égyptien. Donc, ce qui veut dire que beaucoup des méthodes modernes de travail que nous pourrions appliquer restent lettre morte en Égypte et que nous prenons du retard finalement avec l'évolution de façon plus globale des techniques de l'archéologie, puisqu'on est obligé d'avoir recours à une technique d'analyse qui est forcément présente en Égypte. Et c'est une des raisons pour laquelle, depuis maintenant, je dirais, plus d'une vingtaine d'années, l'Institut français d'archéologie orientale a particulièrement développé un laboratoire d'archéométrie, de restauration, et qui est également devenu un laboratoire au carbone 14. Toutes sortes de technologies qui sont évidemment absolument fondamentales pour l'archéologie, mais qu'on ne peut pas solliciter à l'extérieur donc, du territoire égyptien. Et donc, ce laboratoire est extrêmement moderne. Nous avons finalement, à l'IFAO, le seul laboratoire au carbone 14 qui fonctionne sur l'ensemble du continent africain. Alors, c'est une technologie relativement ancienne, celle qui est dite par scintillation. On analyse l'élément carbone 14 qui est contenu dans des organismes vivants et on a des compteurs pour savoir, en fait, pour estimer l'activité, finalement, des réactions donc radioactives de ce carbone 14. C'est une technologie qui est déjà ancienne, que nous mettons en œuvre, mais qui nous permet de non seulement travailler pour les chantiers de fouille de l'IFAO proprement
proprement dit. Nous analysons du matériel organique qui provient des quelques 35 opérations de fouilles que nous avons sur le terrain, mais nous sommes aussi à la disposition de toutes les missions archéologiques qui travaillent sur le territoire égyptien et qui ne pourraient pas, sans nous, disposer donc de cette technologie. Alors, ça, c'est une première chose, et nous voulons évidemment aussi pouvoir évoluer vers une technologie un peu plus adaptée, la technologie par accélération, la SMA, qui permettrait d'avoir des datations plus fines et plus rapides. Le problème étant que nous sommes en discussion pour l'obtention de cette autre technologie, parce que à la fin de la chaîne, on produit un élément de graphite ou même du gaz carbonique qu'il faut analyser à l'extérieur du territoire. Et là, on ne sait pas si la transformation ultime d'un échantillon archéologique en pastille de graphite ou en gaz carbonique sera encore considéré par les Égyptiens comme étant un échantillon archéologique interdit de sortie du territoire ou pas. Et là, c'est toute la discussion dans laquelle nous sommes. Alors, dernier mot quand même sur ce laboratoire au carbone 14, parce qu'il est bien sûr un élément qui est à la disposition des chantiers de fouilles. Si on veut dater quelque chose, on peut le faire de façon relativement fine avec les éléments que nous avons à notre disposition. Mais il est également utilisé pour faire une modélisation beaucoup plus large de la chronologie égyptienne, puisque en travaillant sur plusieurs chantiers différents, dont on connaît par ailleurs finalement la succession chronologique dans l'histoire de l'Égypte, eh bien, on finit par avoir des datations qui sont parfois surprenantes. Et au travers d'un programme ANR qui avait été monté au sein de l'IFAO, qui s'appelait l'ANR Mérite, dirigé à l'époque par Anita Quiles, qui était la directrice de ce laboratoire au carbone 14, on en arrive régulièrement à remonter la chronologie des premiers temps de l'histoire égyptienne de près d'un siècle, par rapport à des époques d'ailleurs où on a du mal à établir une chronologie comparée entre l'Égypte, relativement isolée, et d'autres cultures qui se trouvent à sa périphérie. Donc ce laboratoire au carbone 14, je termine dessus, est très important pour nous, à la fois pour évidemment le travail de chacun des éléments, des chantiers archéologiques, des programmes de recherche individuellement, mais il participe finalement de façon beaucoup plus profonde à la reconstruction d'un modèle qui sera un jour utilisé par tout le monde. Voilà. On va poursuivre avec l'École française d'Athènes, où aussi les usages de méthodes très renouvelées, avec les usages du numérique, transforment les grands projets archéologiques de l'école. Oui, en effet. Alors, pour l'École française d'Athènes, quand elle est fondée en 1846, c'est la première institution étrangère implantée dans ce nouveau pays qui est en train de se constituer, la Grèce, finalement sur les ruines de l'Empire ottoman. Et pendant longtemps, c'est la seule institution de recherche qui va accompagner l'État grec dans la construction de son exploration archéologique et de sa gestion du patrimoine. Alors, ce qui veut dire que les questions de méthode ont toujours été très très présentes dans la manière dont l'École française d'Athènes a abordé l'archéologie. Ça a permis de développer sur des grands sites toute une série de références archéologiques, puisque quand on a aujourd'hui 150 ans de fouilles, par exemple, sur le site de Délos, ça veut dire qu'on a produit énormément de références et que ce site a pu entrer dans des comparaisons qui sont valables pour l'ensemble de l'archéologie méditerranéenne. Alors le défi, en effet, c'est de faire quelque chose de tout ça, qui ne reste pas simplement une science figée, mais qui puisse être une science évolutive. Alors, la production de références est une chose importante. Aujourd'hui, bien sûr, on le sait, l'archéologie se rapproche beaucoup des sciences exactes, elle se rapproche d'un domaine qui est celui très souvent des sciences dures. Alors sur des sites comme Délos qui sont explorés depuis un siècle et demi par l'École française d'Athènes, on est passé résolument à des nouvelles technologies, à des technologies numériques qui permettent de mettre en série ces références et de les connecter, alors par exemple par l'intermédiaire d'un web SIG qui a été fondé sur une exploration approfondie de la topographie terrestre et sous-marine de l'île, par l'utilisation du lidar, par l'utilisation de nouvelles technologies d'analyse. Et cet ensemble permet aujourd'hui de reprendre ce qui était la vocation première de la concession donnée à l'École française d'Athènes sur ces sites, c'est-à-dire penser avec le ministère grec de la Culture la gestion du patrimoine et la protection du patrimoine. Et donc on arrive aujourd'hui avec ces outils numériques à pouvoir mettre au service de la protection du patrimoine sur des sites qui sont
on le sait, en Méditerranée, souvent menacée par le surtourisme, par le pillage, mais aussi par le changement climatique. On arrive donc à mettre au service de la protection du patrimoine des données archéologiques qui sont évolutives et qui peuvent être en permanence mises à jour grâce aux outils et aux nouvelles technologies. Alors ça se traduit par toute une série de programmes qui vont aussi dans le sens de cette protection du patrimoine, par des activités de mécénat également, puisque la levée de fonds est essentielle dans la réalisation d'un certain nombre d'opérations qui autrefois étaient des anastyloses sur fonds publics et qui aujourd'hui sont des grands travaux d'aménagement de sites en faisant appel à des ressources extrêmement diverses. Mais je voudrais aussi insister sur une chose, il y a cette dimension de nouvelles technologies qui, évidemment, accompagne l'archéologie, mais dans toutes les disciplines qui sont les nôtres, en Grèce, dans les Balkans et en Méditerranée orientale, qui sont d'ailleurs partagées par tous les domaines et toutes les aires géographiques, aussi bien d'ailleurs pour l'archéologie que pour les études, les sciences humaines et sociales du monde moderne et contemporain, on a aussi des nouvelles technologies qui sont des nouvelles technologies institutionnelles. Et cette dimension-là, je crois qu'elle a toujours été très très présente à l'École française d'Athènes parce que dans cette approche archéologique et cette approche du monde hellénique et balkanique à toutes ces époques, l'École française d'Athènes a eu une section étrangère très tôt, puisque comme elle était longtemps la seule institution de recherche dans ce pays en construction, elle a accueilli non seulement des membres français, mais aussi des membres dits étrangers, qui ont contribué à mêler les traditions de recherche et à faire de l'École française d'Athènes le creuset, on dirait aujourd'hui l'incubateur de nouvelles traditions de recherche. Et il me semble que ce positionnement, qui est par nature transnational en fait, a été aussi un vecteur d'innovation extrêmement profond pour l'École française d'Athènes, que l'on veut traduire aujourd'hui avec des outils institutionnels nouveaux. Et donc je suis avec mes collègues athéniens, avec plusieurs universités athéniennes, en train de travailler au développement d'un institut d'études avancées à l'École française d'Athènes, en partage avec des universités grecques. Et je pense que cette dimension nouvelle, qui va s'articuler à la tradition, à la grande tradition de l'école et de ses membres scientifiques, est aussi de nature, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, et qui est un monde à explorer tant sur le volet du patrimoine que sur le volet des sociétés. C'est un outil qui est de nature à favoriser les approches transnationales et à écrire l'histoire autrement, tout simplement, parce que ces positionnements et ce croisement de traditions intellectuelles de différents pays vont permettre ces variations et cette continuité d'expertise dans la science de demain. On reste sur les nouvelles technologies avec l'École française d'Extrême-Orient. Oui, et peut-être juste avant, pour rebondir sur ce que tu disais, Brigitte, tout à l'heure, quand j'évoquais l'internationalisation, qui est une révolution aussi à l'École française d'Extrême-Orient, il y a aujourd'hui, dans le cadre des grands projets, les post-doctorants que nous recrutons, qui sont pour moitié aussi des jeunes chercheurs d'Asie. Et avec, pour notamment l'Extrême-Orient, c'est-à-dire Chine, Corée, Japon, Taïwan, des chercheurs absolument remarquables qui vont, comme tu le disais, pouvoir après retourner dans les universités de leur pays d'origine et qui sont pour nous, pour l'avenir, des collègues et des contacts absolument essentiels. Alors, pour revenir à la question des nouvelles technologies, je pense que, comme ça a été évoqué tant par Pierre que par Véronique, le temps long et donc le patrimoine archéologique, historique, les archives, les sources documentaires accumulées pendant un siècle par l'école font que, bien entendu, pour beaucoup d'initiatives scientifiques, l'école est un passage obligatoire pour les chercheurs internationaux. Un exemple, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, un archéologue australien,
extrêmement compétent dans le domaine du LIDAR, prend contact avec les chercheurs de l'école. L'école étant implantée au Cambodge, on a un centre qui permet d'avoir sur place très facilement des prestations de services, etc. Et très vite se monte un projet autour d'une couverture LIDAR de l'ensemble de la forêt tropicale du site d'Angkor. Alors, de quoi s'agit-il pour ceux qui ne connaissent pas le LIDAR? Donc, c'est de la télédétection par laser qui va permettre, en passant par hélicoptère à l'époque, aujourd'hui on utilise plutôt des drones, par exemple, d'avoir exactement à 2 cm d'erreur près la forme au sol de cette table et des bouteilles si tout cela était en pierre. Et donc tout cela à travers le couvert végétal. Le projet est monté, les financements sont trouvés assez facilement, un très gros projet, et donc on va avoir des milliers de kilomètres carrés de forêts tropicales qui sont télédétectées, et va être créée une nouvelle cartographie archéologique de toute cette immense région. Ces données archéologiques sont mises à disposition sur des serveurs de la communauté internationale, et aujourd'hui, toutes les équipes qui travaillent sur la région, chinoises, américaines, etc., utilisent ces données. Alors, la belle histoire pourrait s'arrêter là, mais comme le disait tout à l'heure Brigitte, un projet va en appeler un autre, et la qualité d'analyse à partir des données anciennes archéologiques de l'EFEO qui va permettre de recréer rapidement cette nouvelle cartographie archéologique ont permis d'affiner les systèmes, et donc dans les années 2000, un nouveau projet ERC est déposé avec notre collègue australien qui entre-temps rentre à l'EFEO, et le projet est retenu. Et là, ce sont 5000 km² de forêt tropicale autour du site de Wat Phu, et aussi 2 sites de montagnes sacrées du monde hindouiste de Java Centre qui sont couverts par le LIDAR. Les données sont analysées et on profite de ce projet pour créer à Paris un laboratoire de géospatial au sein du siège de l'EFEO, avec le responsable qui est ce collègue australien, un Ukrainien directeur spécialiste des systèmes informatiques, et puis un jeune chercheur doctorant hollandais, archéologue, et un jeune géographe de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Le travail fourni par le laboratoire de géospatial permet rapidement, et là c'est grâce à l'impulsion de notre jeune collègue géographe, aussi de travailler sur le couvert végétal. Et donc, nous prenons contact avec l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, et un projet commun est monté avec l'IRD sur les forêts tropicales des régions qui ont été couvertes. Et là encore, un projet apporte un nouveau projet, et nous avons appris cet été qu'un nouveau projet Forestor de protection et de conservation des milieux archéologiques et écologiques en forêt tropicale a été retenu par l'ANR. Et là encore, le travail supplémentaire sur le couvert végétal maintenant permet aussi d'analyser l'ensemble donc de la canopée et donc de repérer les différentes essences. Et donc on va pouvoir maintenant voir comment évoluent ces forêts dans le temps, notamment les parties qui ont été replantées. Il y a eu d'énormes programmes de replantation de la forêt dans les années 90-2000. Et là, on travaille avec le laboratoire AMAP de l'IRD et avec le laboratoire climat et environnement du CNRS et de l'université Paris-Saclay. Donc là, on voit bien à travers cet exemple comment ce qui au départ n'est que de la recherche archéologique s'étend à d'autres domaines
scientifiques. Merci. Alors ça nous amène évidemment à une autre des évolutions partagées dans nos établissements, c'est l'ouverture à des champs disciplinaires qui traditionnellement étaient quand même très éloignés des recherches qui autrefois étaient conduites dans ces structures, avec également des relations qui se densifient avec des institutions comme l'IRD par exemple, mais avec des institutions qui travaillent sur plus spécifiquement sur les sciences de l'environnement, de la santé et quelquefois les sciences de la Terre aussi, bien sûr. Et puis, je vais laisser la parole donc à Nancy pour d'autres formes encore d'interdisciplinarité. Merci. Effectivement, enfin, j'ai un exemple qui, comme celui de Nicolas, mais dans un autre champ, d'autres dynamiques, rend compte de la façon dont nos établissements peuvent servir d'incubateurs et de projets qui s'enchaînent. Donc il s'agit d'un projet autour de la figure de Miguel de Molina. C'est un artiste, chanteur, scénographe, styliste, pluridisciplinaire du début du XXe siècle, qui appartient à la génération de 27. Bon, Lorca peut-être est un nom qui vous parle plus, mais là on se situe dans le domaine de la culture populaire. Il a été très célèbre en son temps et il a été contraint à l'exil en raison de ses orientations politiques et sexuelles par le franquisme. Donc il est allé s'exiler en Argentine où il a connu un succès continental en Amérique latine. Et ses archives, donc il collectionnait tout, les notes de frais, les factures de boutons, etc. Et ces archives, totalement inédites, ont été exploitées scientifiquement par une collègue membre de la CASA, dans une volonté, bon, d'abord d'exploitation scientifique, de catalogation, numérisation, et puis cela a donné lieu à des projets de diffusion, de valorisation et de recherche-création tout à fait inattendu au départ et fascinant, et puis aussi des retombées politiques, puisque ces archives que nous avons exposées à la Casa de Velázquez, nous avons un savoir-faire dans l'exposition, donc nous avons exposé ces archives dans une exposition qui a eu un énorme succès populaire, médiatique et politique, puisque cette figure a été reconnue comme victime du franquisme par le gouvernement actuel. Mais il y a eu aussi des opérations. Alors cette exposition, a circulé dans plusieurs villes d'Espagne, va circuler aussi en Amérique latine. Par ailleurs, en recherche-création, cela a abouti à un projet assez impressionnant par rapport à ce que nous sommes capables de faire, en collaboration avec le Ballet National, qui a mis en scène un certain nombre de chansons de Miguel de Molina, Ballet National au complet, à la Casa de Velázquez, et ça a été évidemment un déclencheur par rapport à la reconnaissance politique dont sa figure a bénéficié. Donc un projet, on va dire, à la fois pluridisciplinaire, parce que ce fonds d'archives incroyable, il permet évidemment l'ouverture de pistes de recherche autour de cette figure, mais autour aussi du monde du spectacle, en termes d'histoire culturelle, d'histoire de genre, d'histoire également de la répression franquiste. Donc ces archives sont en cours de numérisation et seront également disponibles sous forme dans une plateforme science ouverte. Et donc cette espèce de bouquet qui va du scientifique à la valorisation et à la médiatisation incarne ce que, en tout cas, la Casa de Velázquez est capable de produire dans ses multiples dimensions et par cette série d'enchaînements.
qui n'est pas fini parce que le projet, chaque succès entraîne des réorientations. Et c'est un projet international qui ouvre aussi à des collaborations avec l'Amérique latine. La Casa de Velázquez a aussi cette dimension atlantique, évidemment atlantique dans ses liens avec la péninsule, puisqu'il y a des humifres propres à l'Amérique latine, avec lesquels nous ne sommes pas du tout en concurrence, nous sommes sur d'autres dynamiques. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et bon, c'est une belle illustration, je crois, de la diversité des projets qui trouvent à se développer dans nos établissements. Je ne vais pas conclure cette table ronde parce qu'elle est trop difficile à conclure, mais peut-être juste rajouter 2 ou 3 réflexions, et je m'en tiendrai là. La première, c'est que bien sûr, les pratiques du numérique touchent en plein tous nos métiers. Et ça va être vrai encore, évidemment, de façon plus intensive dans le futur. Alors, ce n'est pas propre à nos établissements, donc, mais évidemment, nos établissements sont réceptifs à ces questions, et c'est de former surtout les jeunes gens à ces questions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entrepris, depuis plusieurs années, une formation pour tous les nouveaux entrants de nos écoles communes au paysage du numérique. Pas tellement d'ailleurs pour qu'ils puissent devenir des spécialistes immédiatement de telle ou telle technique numérique, mais pour qu'ils puissent comprendre quel est le monde dans lequel ils vont devoir situer leur recherche et apprendre des éléments, c'est la chose qui me paraît la plus importante, apprendre les éléments de langage qui vont leur permettre de communiquer avec des ingénieries de recherche dont ils auront besoin et qui seront de plus en plus nécessaires pour avancer dans la connaissance. Et donc nous continuons de pied ferme cette initiative de formation qui va s'enrichir et se développer encore dans les années à venir. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que quelquefois il n'est point besoin, bien sûr, dans nos disciplines encore de nouvelles technologies pour transformer des savoirs. Les questionnements, quelquefois, suffisent d'une certaine façon, ou en tout cas, c'est toujours sur un terrain longuement labouré que viennent de nouvelles idées et de nouvelles façons de traiter des sources par rapport à la façon dont on les traitait précédemment. Pour l'école, le plus bel exemple, et au fond une de ses traditions les plus importantes, c'est celle de l'histoire de l'Église. Vous le savez, l'école s'est fait une spécialité très vite de la recherche dans les archives vaticanes, parce que ces archives leur ont été ouvertes dès ses premières années à l'école de façon tout à fait exceptionnelle, par Élie Berger, avec un membre qui s'appelait Élie Berger, chartiste. Les chartistes ont contribué énormément au développement de ce filon de recherche, avec, dans un premier temps, quelque chose qui était l'édition des sources. L'édition des registres des papes a été une grande entreprise scientifique de l'école et d'une importance indéniable et toujours, non pas toujours active, mais toujours d'une importance très importante. Une importance très importante parce qu'aujourd'hui, ce sont ces corpus publiés qui sont par exemple repris par une membre dans une sphère scientifique tout à fait différente qui est l'analyse sémantique computationnelle. Et donc l'analyse du lexique, des dominants, du pouvoir papal, de sa transformation. Et si on n'avait pas aujourd'hui ces quantités d'archives publiées, eh bien c'est une recherche qu'on ne pourrait pas faire. L'autre, donc voilà, qui déplace considérablement le questionnement. Mais peut-être qu'on peut voir sur le temps long de l'école française de Rome comment se sont déplacés justement ces questionnements qui nous ont été si à cœur dans la tradition de l'école, qui ont été l'histoire de la papauté dans un premier temps, donc l'histoire des textes, bien sûr, l'histoire de la papauté elle-même, et puis avec l'ouverture des archives Pie XII depuis 2020, on a un très grand champ d'investigation qui s'est ouvert, des équipes de l'école qui ont obtenu des financements aussi importants pour ce faire, avec de tout autre questionnement. Il ne s'agit plus maintenant, dans ce cadre-là, de les exploiter immédiatement, en tout cas pour faire une histoire de l'Église qui se prolongerait vers le contemporain, mais pour utiliser et explorer ces archives à diverses échelles qui vont de l'international
jusqu'à l'intime, sur des questions qui sont celles de la reconstruction des États, mais reconstruction aussi de la personne humaine après la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier avec des questionnements très importants sur l'investissement humanitaire de l'Église et de toutes les associations qui la concernent ou qu'elle a impulsée. Et donc on voit bien comment le curseur des questionnements se déplace et nous apporte aussi des connaissances qui vont rencontrer, je dirais, d'autres questionnements de l'histoire contemporaine et de l'histoire internationale après-guerre. Alors là, il y en a pour des décennies de recherche, donc je vous donne rendez-vous pour les 200 ans de l'école, et je lève cette séance et vous remercie beaucoup de votre attention, et je remercie mes collègues également.